La séance s'intitule « Au-delà du texte ». Nous nous posons tous des questions dans nos sujets, dans les sujets très divers qui vont être présentés, d'un geste qui est de l'ordre du traductif, du passage de quelque chose à quelque chose d'autre dans la littérature. Alors, traduction qui va être conçue assez différemment. La traduction d'abord au sens propre, d'une langue à une autre, le sujet présenté par Sylvain Garrel. La traduction à l'intérieur même d'une langue, mais avec une grande distance historique. Comment reprendre un texte ancien, l'adapter, c'est ce qui nous sera présenté par Alexandre Nedelec. Et puis la traduction intersémiotique, peut-être alors dans le cas des deux dernières personnes, d'un art à l'autre, entre les arts. Alexandre Nedelec, vous êtes étudiant en Master 1 et vous travaillez sur le Moyen-Âge, sur un texte qui s'intitule Richard sans peur, texte médiéval, donc vous l'étudiez dans la langue du Moyen-Âge, mais l'objet de votre mémoire, si j'ai bien compris, c'est de proposer une traduction. Et il me semble que le terme traduction intralinguale présente mieux l'enjeu d'étrangéité, si je peux faire un néologisme, du texte par rapport à nous. C'est-à-dire que quand on prend par exemple mon texte, Richard sans peur, qui date pour l'incunable qu'on a de la fin du XVe siècle, on est vraiment devant un texte très archaïque au niveau de la langue, qui est très différent de la langue que l'on a aujourd'hui, non seulement grammaticalement, mais également au niveau du lexique. Donc même si on a une impression de ressemblance par rapport à si on traduisait du russe ou de l'islandais, on a quand même une difficulté de compréhension qui est réelle pour un lecteur non initié. Puisqu'on a parlé de la traduction intralinguale, on va passer à la traduction interlinguale. Sylvain Garrel, vous faites votre mémoire en littérature comparée plutôt. Le sujet du mémoire, c'est une traduction là aussi et en commentaire critique. Donc déjà j'ai opéré un virage un peu à 180 degrés parce que j'étais censé travailler sur les thèmes de la transgression dans le désir chez des auteurs tels que Tony Duvert, Philip Roth, Bukowski, etc. Donc j'ai changé de sujet de mémoire en fait. J'ai décidé en fait, par passion aussi pour l'anglais que j'ai depuis toujours, de me lancer et peut-être de faire quelque chose de différent. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet de mémoire radicalement différent. Donc oui, on peut dire que c'est un sujet de littérature comparée puisqu'il y a ce pont entre deux cultures et entre deux langues, le français et l'anglais canadien. Morley Callaghan, c'est pas du tout un auteur qui est connu, je ne le connaissais pas avant de commencer mon travail de recherche. Les consignes que Madame Lombez avait données étaient à peu près les suivantes. Il fallait trouver une nouvelle qui soit assez concise pour permettre de faire une traduction intégrale. Donc il fallait à peu près trouver quelque chose qui fasse une dizaine de pages, donc quelque chose d'assez court. Il fallait aussi que ce soit assez contemporain. Ça pouvait être soit une traduction inédite, soit une traduction d'un texte déjà traduit, mais c'était un petit peu plus dangereux. Donc j'ai favorisé de prendre une traduction inédite. Donc ce texte, j'ai fini par le dénicher dans une anthologie de nouvelles qu'a publié Oxford Collection of Short Stories. J'ai eu l'occasion de lire l'intégralité des nouvelles que constituait ce corpus, et que ce soit les grands auteurs américains, britanniques tels que Hawthorne ou Hemingway, j'ai pas vraiment apprécié les nouvelles, et c'est cette nouvelle de cet inconnu qui m'a le plus plu, donc j'ai décidé de me lancer, et j'ai trouvé intéressant de constater cette lacune qu'on avait en France concernant cet auteur. J'en viens à Clara Dubois, qui représente maintenant une grande école critique nantaise, l'école de l'étude du théâtre de la foire. Donc avec une recherche plus particulièrement sur l'articulation théâtre et musique. Donc ici la traduction comme traduction intersémiotique, utilisation de la musique, de la danse, des bruits et bruitages dans donc j'imagine un corpus assez large. Alors déjà en fait ce sujet est parti du fait que je voulais travailler sur la musique en rapport avec la littérature, et j'ai eu l'occasion de parler avec Françoise Rubellin, donc, qui est spécialiste du théâtre de la foire. Et donc en fait elle m'a parlé de ce théâtre de la foire que je connaissais peu, et je me suis un peu renseignée et j'ai découvert que il y avait beaucoup, donc en fait la musique était très très présente dans ce théâtre, et que c'était assez peu connu et pourtant très utile au théâtre.
et utile à l'intrigue, etc. Et donc je me suis un peu penchée sur ça et j'ai découvert qu'il y avait énormément de choses à dire et qui n'avaient pas du tout été dites, et c'est ce qu'elle m'a confirmé. Et donc en fait mon travail consiste à rechercher toutes les indications de musique, de danse et de bruitage dans à peu près une 50aine de pièces. Donc c'est un corpus très très large, mais les pièces du Théâtre de la Foire ne sont pas très longues, donc au final on peut se permettre d'avoir un corpus assez représentatif de ce qu'est le Théâtre de la Foire. Et donc à partir de là, j'ai maintenant terminé l'analyse de mon corpus et j'ai pu trouver tous les airs utilisés, les airs de vaudeville utilisés dans les pièces que j'ai étudiées, les instruments qui étaient précisés dans les didascalies notamment, et puis les danses, les bruitages, etc. Cassandre Dibou, donc, vous êtes en master de littérature générale et comparée à Rennes 2. Vous travaillez plus précisément sur les liens entre le romantisme noir du 19e siècle, donc surtout littéraire j'imagine, et le heavy metal aujourd'hui. J'ai voulu faire ce mémoire parce que moi j'ai fait mes études en lettres, enfin en littérature. Et quand j'avais, on va dire il y a plus de 10 ans, j'ai vu ce documentaire qui s'appelle Métal, Voyage au cœur de la bête. Et donc en fait quand j'avais vu ce documentaire, j'avais vu qu'il y avait beaucoup d'études en sociologie, en anthropologie. Donc c'était vraiment, en fait on étudiait les métalleux comme des bêtes de foire en fait, pour faire court. En fait je voulais juste casser le cliché qu'on leur mettait de bêtes sauvages. Voilà. Donc sans dire non plus qu'ils étaient dans des revendications purement littéraires, il m'a semblé qu'il y avait là une très très bonne culture littéraire, donc beaucoup d'occurrences au texte de Baudelaire, au texte d'Edgar Allan Poe, et puis au-delà ça allait dans l'esthétique même, dans le côté rituel, dans le côté, là je rejoins un petit peu Clara dans la scénographie. Alors j'avais une question pour toi Cassandre. C'est en fait, il y a beaucoup de groupes qui ont plutôt une tendance nationaliste, qui reprennent en fait surtout des références aux textes médiévaux. Et du coup, est-ce que toi tu as pu voir avec ton heavy metal et puis en fait des références plus au 19e, est-ce qu'il y aurait une volonté peut-être nationaliste, une volonté identitaire que tu as pu relever dans cette démarche de reprise littéraire? J'ai découvert très récemment le National Black Socialist Metal, enfin je ne sais plus, NS, voilà, exactement. Ça j'ai découvert ça très récemment avec la Lance de Longinus, et je pensais dans ma grande naïveté que c'était des groupes allemands, voilà. Sauf qu'en fait non, pas du tout, il y a des groupes grecs, des groupes américains, des groupes polonais, qui se revendiquent comme ça. Tu as parlé de ta délimitation dans le domaine littéraire, mais est-ce que tu as procédé à une délimitation dans le domaine musical, vu que le heavy metal c'est quand même assez précis? Qu'est-ce que tu entends par heavy metal? Parce que le heavy metal pour moi ça serait Black Sabbath, ça serait peut-être Led Zeppelin, et même ça serait plus du hard rock, donc ça serait Iron Maiden, et quand tu parlais de Rammstein, ça serait plus du métal industriel. Donc il y a tellement de métal différents. Donc quand tu parles de heavy metal, qu'est-ce que tu entends, et est-ce que tu as un corpus en quelque sorte, ou une discographie à laquelle tu comptes te limiter? C'est une définition qui pose problème, même pour les chercheurs en fait. Parce que le heavy metal, c'est à la fois un terme générique et un terme spécifique, je ne sais pas si c'est le bon mot, disons que, et en plus on n'est pas d'accord sur la notion de heavy metal, donc en fait tout dépend si on emploie le terme heavy metal en France ou aux États-Unis, ou en Angleterre, parce que ça peut être heavy rock, ça peut être hard rock, il y en a pour d'autres ça va être c'est du hard, enfin du coup ça t'écoute ça mais c'est du hard, non c'est du rock, non c'est du heavy metal, et du coup on n'est pas d'accord déjà entre nous. Et avec Jérôme Guibert on a essayé un petit peu de définir tout ça, de voir quels étaient les groupes originaux, s'il y en avait, et beaucoup comme toi et moi aussi je pensais vraiment Black Sabbath, Led Zepp, etc. Et après, il y a aussi l'occurrence en elle-même, c'est-à-dire l'occurrence heavy metal, on la retrouve dans des groupes comme Steppenwolf, exactement, et Bluster Cult aussi. Donc on va avoir des choses comme Heavy Metal Thunder, etc. Et là, ça va faire référence à un tonnerre mécanique, quelque chose qui rentre dedans, quoi, qui est brut. Alors, moi, ma question, elle s'adresse à Alexandre.
J'aimerais savoir si le texte que tu traduis est un texte original ou s'il a déjà fait objet de traduction dans une autre langue. Et puisqu'il s'agit là d'une traduction cibliste et non sourcière, alors j'aimerais savoir si tu fais intervenir la culture de la langue d'arrivée dans ton travail. Alors, tout d'abord, il s'agit d'une première traduction. Donc, c'est un texte qui n'a jamais été traduit en français moderne, qui n'a jamais fait l'objet d'une mise à jour. Donc, c'est vraiment le texte de 1496 qu'on a, et qui potentiellement pourrait venir d'un manuscrit antérieur. En tout cas, la seule certitude qu'on a, c'est qu'en 1496, il était écrit. Après, sur la traduction que moi j'ai choisi d'adopter, j'essaye de ne pas me placer dans la dichotomie sourcière-cibliste, parce qu'il me semble que c'est plutôt une catégorie de critique de la traduction qu'une catégorie de pratique de la traduction. C'est-à-dire que je prends les problèmes au cas par cas qui se posent, et j'essaye de ménager un petit peu la chèvre et le chou, c'est-à-dire de faire du compromis entre la langue médiévale, la syntaxe médiévale, et la langue source qui va être le français moderne.